Up a rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Que se passe-t-il? Non, mais Je c'est quoi? vois. Que se passe-t-il? Non, mais- Je vois Jusqu'au bout. Jusqu'au Jusqu'au bout. bout. Que se passe-t-il? Je vois Jules, je vois Valérian, et je me vois avec eux. Non, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. En plus, c'est la première fois de ma vie quand je lance un générique, j'entends le bruit provenant d'un de mes invités, enfin de l'endroit où il se trouve. Parole numéro 12. Alors, il faut savoir que cette émission a été extrêmement compliquée à monter. Je ne sais même pas si on va aller jusqu'au bout. J'en sais rien. Mais peut-être, on verra. Croisons les doigts. Alors, vous allez bien rigoler parce que la thématique de ce 12e épisode de Parole est une thématique qui a été pensée et trouvée en 2022 pour parler de 2020. Voilà, pour parler de 2022, certes, de répétition. Et l'idée, c'était de comment parler de l'année 2022 sans établir les sempiternels top et je ne sais quoi. Ça, on peut le faire chacun de notre côté. Et on s'est dit, pourquoi ne pas tout simplement prendre des images marquantes d'un film. Chacun prend un film, chacun prend une image de ce film et ça donnerait son image marquante de l'année 2022. Et on a été encore un peu plus loin, on s'est dit que ça serait bien aussi de chacun d'entre nous, pour les 3 films qui ont été choisis, de prendre aussi les images marquantes des 2 autres films, donc des 2 autres films qui ont été choisis par les confrères. Voilà, donc ça donne en tout et pour tout à peu près 9 images. Et on va en parler de tout ça. Et les films qui ont été choisis, Jules a choisi Jour de gloire, Valérian Soleil vert, et moi Enquête sur un scandale d'État. Voilà. Et avant qu'on commence à parler de tout ça, comment allez-vous, chers amis? Ça va, on est là, quoi. Oui. On essaie de tenir, on essaie de ne pas, comment dire, retrouver un nouvel événement qui créerait la fameuse Shkumun que l'on connaît tant avec cette émission. Depuis Donc, plusieurs mois, oui. Depuis plusieurs mois, et même encore aujourd'hui, c'est exceptionnel ce qui se passe. Vraiment, tout était fait pour que cette émission ne se fasse pas, mais on est là et on se bat contre le destin et on espère que ça se terminera, que ça ira jusqu'au bout. Bon, je rappelle quand même que Valérian a une chaîne YouTube, c'est le doyen, pratiquement le doyen des youtubeurs. La chaîne s'appelle Cinefiles. Si vous avez l'outrecuidance de ne pas la connaître, sachez qu'il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Et Jules, tu es déjà arrivé au Festival de Cannes, c'est bien ça, c'est pour ça qu'il y a du bruit autour de toi, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Non, je suis dans un bar parce que chez moi, c'est les travaux. Donc voilà, Bon. c'est une ambiance. C'est une ambiance. Allez, Moi, c'est parti. je vagabonde sur YouTube. Voilà, moi, je suis un électron libre. Et sur Voilà, Twitter. tu es devenu un électron libre. Je suis devenu un électron libre, exactement. Alors, on va commencer par Soleil vert. Soleil vert, le film de Richard Fleischer qu'on connaît très bien, qui date de 1973. Et c'est un choix déjà à la base par Valérian. J'aimerais bien d'abord savoir pourquoi ce film-là. Pourquoi c'est ce film-là que tu retiens de l'année 2022? Parce que je l'avais revu en 2022 et j'ai aussi j'avais envie de le revoir parce que j'avais vu un documentaire de Arte qui était arrivé aussi en 2022 et qui parlait justement de l'année 2022 qui est l'année dans laquelle se passent les événements du Soleil vert. Et puisque moi j'ai beaucoup la majeure partie de ce que je regarde, ce sont des films qui sont déjà passés depuis un moment. Moi, je n'avais pas trouvé quelque chose qui m'avait tapé dans l'œil en 2022 et les circonstances ont fait que, avec voilà, ce qui se passe dans le monde, j'ai été encore plus réceptif que les fois précédentes où je l'avais vu au film de Fleischer. D'accord. Je vais montrer les captures d'écran qui ont été choisies par Jules et par toi, Valérian. Alors, et par moi aussi, bien évidemment. Alors, tac, Soleil vert. Alors déjà, l'image de Jules, celle-là. Voilà. Ensuite, celle de Valérian. Et
Et la mienne, enfin, il y a deux images finalement qui se succèdent. Hein. Ça. Et puis la seconde, non, elle est pas suivie de la seconde. La seconde arrive un peu plus tard. Voilà. Je remonte quand même au cas où. Ouais. Donc il y a celle de Jules. C'est pratiquement vers la fin. Ouais. Celle de Valérian, qui est la fin. La d'ailleurs. fin. Ouais, C'est la fin. C'est la fin. Et puis on revient pratiquement à la même période que l'image choisie par Jules. Ouais. Avec Je pense qu'on est assez proche dans nos choix et dans ce qu'on a envie d'en dire aussi. Voilà, il y a de cela. Comme c'est toi qui as choisi Soleil Vert, je te laisse en parler et ensuite, nous, bien évidemment, on réagira. Moi, j'ai choisi cette image parce que déjà, comme ça, dans un premier temps, je ne la comprenais pas. Le choix de zoomer sur cette main levée, ensanglantée, de faire ce recadrage et ce redécoupage du plan, et après de l'enchaîner en fondu avec des images bucoliques de ces fleurs, avec cette musique qui nous évoque justement la séquence que vous aviez utilisée. Je me suis rendu compte après coup que c'est la même main levée qu'il utilise pour activer les missiles nucléaires dans Le secret de la planète des singes. C'est le même mouvement. Et c'est d'ailleurs avec la même image de cette main levée qui termine le film. Et moi, je me suis dit qu'il y a quelque chose de très angoissant, en fait, de cette perspective-là, puisque c'est lié aussi à une révélation, cette main levée. Encore une fois, Charlton Heston, le Messie. Elle est liée, en fait, à le recadrage donne cette perspective messianique une petite valeur vis-à-vis après de l'image en fait bucolique qui prend tout le cadre. C'est-à-dire l'image qui est la réalité nous est complètement cloisonnée, recadrée, réduit vis-à-vis après de cette image qui va prendre tout le cadre et qui va faire la générique de fin comme si de rien ne s'était passé, comme si la compagnie avait pris le contrôle du film et essayé de calmer le jeu, de réduire l'impact en fait de la révélation qu'a eu Charlton Heston et de son envie de le dire au peuple. Et je trouve que grammaticalement, je trouve je pense qu'il y a plus de choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans ce plan, mais j'ai l'impression qu'il y a de ça en fait. On fait le focus dessus, on le réduit et après on le fait disparaître. Voilà. Et c'est finalement aussi ce qui s'est passé avec, au début du film, quand on veut faire taire un des membres du comité de la compagnie, Soylent, en le tuant. Et là, j'ai l'impression qu'on veut tuer en fait cette révélation dans l'œuf en gommant, en mettant par-dessus le joli papier peint, l'offre promotionnelle, des choses comme ça. Et pour moi, aujourd'hui, on est sur ces perspectives-là d'angoisse qu'on veut gommer médiatiquement avec de la joie, du lol et je ne sais trop quoi d'autre. Voilà, je trouve que c'est un film qui montre une angoisse qui est aujourd'hui vraiment bien présente. Et je pense que c'est aussi en cela que je voulais reparler du film en 2022. Les gens qui portent des masques, la nourriture qui devient chère. Il y a un truc en fait dans le film qui percevait déjà à l'époque, relayé après par Koyaanisqatsi, et aujourd'hui qu'on perçoit encore plus. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme d'iconisation avec ce plan final, selon toi? Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. L'iconisation, je l'ai plus ressenti pour d'autres moments, d'autres plans. Moi, je le lis vraiment à de la révélation. Ce zoom, l'utilisation du zoom dans ces années-là sont souvent des... Moi, je pense au célèbre zoom qui révèle les singes dans La planète des singes, dans le premier film. Ça, c'est vraiment l'utilisation du zoom comme on va le focus sur une valeur et on va révéler qu'il y a autre chose avec le mouvement scopique. Ouais. Moi, mais surtout que c'est un mouvement, comment dire, c'est un mouvement purement optique, c'est pas un mouvement physique, c'est un mouvement que seule la caméra peut faire.
C'est ça. Donc pour moi, il faut dans la masse, parce que la caméra suit Charlton Heston dans le brancard qui commence à s'éloigner, à se mettre dans la masse. Et on veut le rappeler, en fait, l'angoisse, la détresse, parce qu'il a peur qu'on ne le comprenne pas. Donc, donc Charles Fleischer fait un mouvement sur la seule chose qui est concrètement visuelle de la détresse de cet homme qui veut qu'on le sache, c'est ce bras levé. Mais moi, je lis l'iconisation au corps entier. Là, on est sur du fragmenté. J'aurais peut-être du mal à le considérer comme ça, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai peut-être le regard un peu trop fermé sur tout ce qu'on pourrait imaginer comme iconisé. Voilà, moi quand je pense iconiser, je pense Charlton Heston avec le grand bâton dans Moïse, tu vois. Mais iconiser comme ça un morceau de corps, j'ai du mal à vraiment à bien le ressentir. Si je puis me permettre, moi enfin comment dire, je trouve que ta question est vraiment bien choisie, Samir, parce que j'utiliserai l'icône en tant que telle, à savoir presque une image religieuse. Et en fait, moi, ce plan-là, en plus d'évoquer tout ce que tu dis sur la question de l'homme qui se mange, de la fusion, parce que le film en fait parle de ça, donc comment il y a une sorte de travail sur la matière. Alors, comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas pris mon livre, mais à la base, je voulais citer le Marquis de Sade qui parle de comment en fait la matière, l'homme en fait est un produit de l'environnement global, voilà, et comment en fait la mort n'est pas comment dire une fin en soi, mais en fait c'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie, et en fait l'homme redevient quelque chose à manger pour la terre, etc. Et donc il y a une sorte de cycle comme ça. Et le film travaille cette idée de fusion dans toute sa durée. Et dans ce dernier plan, en fait, la nature se fusionne avec le corps ensanglanté. Et il y a ça pendant tout le film. Je pense que même dans l'image elle-même, quand on est en extérieur, le vert, qui est la couleur de la nourriture constituée d'hommes et non de plancton, se retrouve aussi dans la rue et donc dans l'image directement, parce que c'est un effet spécial qui est rajouté dans l'image. Donc il y a une fusion même de l'image à l'intérieur de celle-ci, quoi. C'est assez passionnant. Et moi, en termes d'icône, ce que j'y vois, c'est une imagerie plutôt religieuse, en fait. Ça me fait penser à la chapelle Sixtine et en fait à la jointure entre les deux doigts, entre l'homme et Dieu. Et en fait, cet espace qu'il y a entre les deux, à savoir qu'en gros, c'est l'homme. C'est rigolo parce que demain, on va faire une émission sur Matt God aussi. Mais l'homme qui voudrait toucher Dieu, l'homme qui voulait atteindre Dieu, sa perfection, sa beauté, sa pureté. Mais il y a cet espace entre les deux, cet espace qu'on ne pourra jamais combler. Et là, dans ce film-là, chez Richard Fleischer, c'est cet espace-là qui est mis en scène, en fait. C'est comment l'homme ne peut pas atteindre Dieu et comment il est bloqué sur Terre. Et voilà, et comment dire, que cette vérité, que cette beauté, que cette pureté, en fait, va s'évanouir dans le mensonge, dans le pathétique, et même dans l'ingestion, littéralement, avec ce film-là. Moi, j'ai directement vu la chapelle Sixtine, ça m'a un peu sauté aux yeux, parce que c'est une image comme ça, c'est le doigt vers le ciel, c'est une image qui est vachement reprise tout au long de l'histoire de l'art. Et je pense même à Léonard de Vinci aussi, quand il peint Jean-Baptiste, c'est pareil, il a le doigt en l'air comme ça. C'est des images, c'est une imagerie religieuse, donc c'est vraiment de l'icône, justement, qui est reprise là. Et voilà, donc ouais, il y a vraiment ces deux idées, à savoir, je pense, l'idée à la fois de la fusion entre la nature et l'homme, et donc la nourriture, et donc cette icône religieuse. Et je trouve que ce qui est passionnant en plus, c'est que Richard Fleischer, qui est un cinéaste qui a fait des films bien avant, on le connaît au moins depuis les années 50, et en fait s'inscrit totalement dans le nouvel Hollywood aussi. Et on n'en parle pas, on ne dit pas que c'est un cinéaste qui est avec son temps, c'est généralement un cinéaste qui fait des films d'aventure ou qui fait des films de genre, quoi, littéralement. Mais qu'on n'identifie pas comme un cinéaste sérieux. En tout cas, il est en train de reprendre comme ça, notamment depuis le livre de Nicolas Telop, une aura institutionnelle, on va dire presque. Un peu comme ce qu'il y a eu avec, je sais pas, Carpenter ou Argento. Mais c'est un cinéaste qu'on ne prend pas trop au sérieux. Et en fait, c'est un cinéaste qui a toujours vécu avec son temps.
Et dans ce film-là, on retrouve toutes les thématiques du nouvel Hollywood. Et pour moi qui suis un très grand fan de De Palma et surtout de son Blowout, bah c'est vrai que la vérité qui se noie dans le mensonge, dans le simulacre même, je dirais. On pourra en parler, Samir, quand on citera, quand on parlera plus directement de nos images, je pense. Qui sont des images de cinéma, hein. C'est directement quand on rentre dans ces salles, voilà, il y a marqué Theater 11, donc cinéma numéro 11. Voilà, il y a cette idée-là. Et ouais, c'est assez fou de voir que ce cinéaste-là s'inscrit totalement dans cette période-là. Dans cette période-là de pessimisme et aussi d'avant-gardisme, parce qu'il voit comment le futur va se dérouler. Alors la vision est très quiche, on se retrouve dans un futur, c'est du rétrofuturisme, c'est-à-dire que c'est les années 70 dans le futur, donc télé cathodique, décoration à l'année 70, etc., très baroque, ça ressemble pas du tout à notre présent, mais pourtant, comme tu le dis Valérian, mais on a vraiment des échos au présent. La nourriture en poudre. La nourriture en poudre, tout ça, et on pourrait faire un tas de parallèles où en fait Fleischer, dans l'essence, peut-être pas dans les choses en elles-mêmes, mais dans l'essence, arrive à retrouver le réel autant son présent que notre présent à nous. Bah, c'était le but du documentaire d'Arte, hein, en partie, hein, c'était son but. Hein, donc voilà. Il y a cette image que tu as choisie, que tu as choisi, Jules, et qui dialogue beaucoup avec la mienne. Oui. Je la montre, il y a cette image-là. Et puis, moi, j'ai choisi ces deux images. Non, pas ça. Ça, par contre. Donc, il y a ça. Ouais. Et puis, il y a le comment pouvais-je l'imaginer. Ouais, bah. Mais c'est ça qui est beau avec ce film, c'est que il est vrai que moi, je ne vois pas d'abord ce qu'il peut dire de la société de l'époque et ce qu'il va pouvoir dire de la société d'aujourd'hui. Franchement, moi, mon intérêt n'est pas de là par rapport à ce film. C'est vraiment par rapport à la place du cinéma. Oui. Que va devenir comment va évoluer le cinéma. Mais tu sais que c'est incroyable ce que tu dis. C'est incroyable parce que, en fait, je voulais vous parler de quelque chose et je ne sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, en plus, on a un phénomène qui me rappelle ça. C'est incroyable. C'est pour ça que je dis que, en même temps, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la place du cinéma et tout ça. Et ça devient évident, en fait, quand on arrive à cette séquence dont on a choisi les images. C'est que aujourd'hui, on a cette idée de cinéma premium. Et déjà, Coppola et Lucas, si je ne dis pas de bêtises, avaient déjà parlé de ce problème-là qui allait arriver, à savoir que les séances de cinéma allaient devenir très chères et que ça allait devenir un gros confort de luxe et qu'il y allait avoir des canapés, tout un tas d'artifices qui allaient se développer. Et là, aux États-Unis et maintenant en France, avec un certain Jérôme Sédou qui a décidé de faire absolument n'importe quoi, on a des cinémas premium comme ça, où en fait, on a des canapés, où on fout que des blockbusters et les gens en fait ne sont pas au cinéma, mais ils sont en fait dans un abandon. On essaye de les endormir littéralement, de les tuer intellectuellement, et on retrouve vraiment cette image là du spectateur qui est couché, qui est endormi, qu'on essaye d'endormir en lui projetant des films. Et c'est incroyable, il y a cette double. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là avec le contour du cadre, vraiment que ça fasse un surcadrage. C'est parce que il y a ces deux. Il y a une évolution dans la scène. C'est-à-dire que, en fait, il y a le personnage du vieux et le personnage du jeune. Et le personnage du vieux, parce que j'ai oublié son nom, c'est pour ça que c'est Rolf. Non, c'est. Non, Saul. Saul, j'ai dit Saul, c'est Saul. Edward G. Robinson, l'acteur Edward G. Robinson, voilà. Edward G. Robinson, qui lui est iconodoule, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de l'image, c'est-à-dire qu'il préfère vivre dans le simulacre que dans la réalité. Il préfère se détourner du réel pour vivre dans le réel. Il a connu, c'est le double truc, c'est la nuance. Mais c'est ça, mais parce qu'il a connu le réel, et c'est pour ça que moi, la dernière image, pardonne-moi de t'avoir interrompu, la dernière image que je choisis,
où l'on voit Charlton Heston dire mais comment Ouais. pourrais-je l'imaginer? Moi j'aime bien ce mot-là, Ouais. imaginer. C'est ce que je disais à Valérian hors Mm. caméra. Je disais comment il peut imaginer quelque chose qui n'a pas connu, qui n'a pas existé, mais qui finalement, si, ça a existé. Donc on a dans le même plan, c'est-à-dire celui-ci, voilà, celui-là. On a en fait deux rapports au réel dans le même cadre, Oui, complètement différents. Tu en as un qui voit ce que le cinéma, on va dire ça comme ça, pourrait Oui. lui promettre du monde. Ouais. Oui. C'est Edward G. Robinson. Mm. Et Charlton Heston, lui, Qui découvre la ne sait vérité. même, Ouais. il ne sait même plus ce que c'est. Il ne sait même Oui. pas ce que c'est qu'une promesse. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une image. Il ne sait même pas la force, la puissance d'une Oui. image Oui. et la trace. Il ne sait plus Oui. tout ça. Et c'est ça qui est très beau, je trouve. Mm. Alors, ça va trop loin, je le sais dans mon interprétation. Non, franchement, non. Parce Non, que mais c'est ce que je ressens. ça va pas du tout trop loin. J'ai eu la même vision. C'est évident. Ça, en fait, ça m'a sauté aux yeux parce que je me rappelle, j'ai regardé le film une première fois, donc quand on devait faire l'émission il y a, je sais plus, 6 mois ou un truc du style. J'avais plus ou moins eu cette vision, mais ça m'avait pas touché parce qu'en plus j'étais dans un état d'esprit où j'avais pas la tête à ça. Mais là, en le revoyant, c'était une évidence. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image-là, parce que on a ce double rapport à l'image et au réel. Parce que justement, j'ai hésité longuement à choisir l'image dans la séquence, parce que c'était cette séquence qui m'a intéressé. Et il y avait aussi, pour cette idée de la vérité, mais qui était moins fort parce que moins cinématographique, il y avait l'image des vieillards bibliothécaires. Qui m'intéressait aussi pour la question de la vérité et pour la manière dont la vérité était tue. Mais ça m'intéressait plus d'un point de vue cinématographique plutôt que littéraire. Et c'est vrai que dans la séquence, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une évolution. À savoir, tu as raison de le dire, il y a Edward G. Robinson qui est face à, en même temps, qui préfère retomber dans la nostalgie, dans le simulacre, parce que ce n'est plus le réel, mais en même temps, ce réel a existé. Voilà, mais il est à l'intérieur même du dispositif. Il n'est pas à distance, il est à l'intérieur du tourbillon, si je peux dire. Et de l'autre côté de la vitre, on a Charlton Heston qui découvre ça et qui en même temps ne sait pas ce que c'est. Et en même temps, voilà, je voulais faire la différence entre iconodoule et iconoclaste. C'est-à-dire que lui, en même temps qu'il voit que c'est le réel, il voit aussi que c'est une image, je crois. Mais en même temps, la séquence évoluant, au début, on voit le pourtour du cadre de la vitre. On a le surcadrage, on a le tour du cadre. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on ne voit plus le tour du cadre. Lui aussi, il tombe à l'intérieur de l'image. Il tombe dans le simulacre aussi. Il tombe dans le mensonge. Il s'oublie. Et en fait, c'est là où le film est très nuancé et très difficile aussi à attraper parce que la manière de le percevoir peut être assez multiple. Mais il y a le cinéma à la fois comme art du mensonge et art de la vérité. C'est-à-dire qu'en même temps, on découvre ce qu'est ou ce qu'a été le réel, et en même temps, on préfère se réfugier dans le passé, dans la trace. Et il y a quand même quelque chose de double comme ça dans la vision, et ça rend la scène à la fois sublime, parce que nous, on est renvoyé à notre condition de spectateur, et en tant que cinéphile, à notre amour du cinéma. Quand on voit cette scène, moi, j'ai vraiment été très, très ému quand je l'ai revu. Et en même temps, ça devient morbide, vraiment très, très terrifiant. Parce qu'on se rend compte à quel point, en fait, le cinéma, lorsqu'il est utilisé à mauvais escient, peut tuer. Moi, j'ai parfois l'impression que je vais finir par être seul, alors que je refuse complètement l'idée muséale du cinéma, que je refuse complètement de rester sur une période qui aurait pu être mon âge d'or parce que c'est ma période. Ça, je m'y refuse constamment. Je me dis tout le temps que au moment où c'est une phrase que j'aime bien répéter, mais au moment où je vous parle, il y a quelqu'un dans sa chambre qui est en train de réfléchir à un film qui peut-être dans 5 ans que je trouverais extraordinaire. Mais c'est ça qui est aussi bouleversant, c'est quand c'est l'image miroir, c'est ça, c'est fascinant de voir qu'il y a cette possibilité bizarre qui fait qu'il est probable qu'on finisse par avoir envie de s'identifier à ça.
Moi, c'est Oui, ça et puis, qui m'a beaucoup parlé. Alors, est-ce que c'est parce que ce film, quand je l'avais vu la première fois, je pense que je devais être entre 20 et 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20 de plus. Les choses sont peut-être un peu plus différentes. Ça ne m'avait pas frappé, moi, cet aspect-là, comme l'aspect du repas, quand Saul prépare le repas pour Charlton Heston. Ça ne m'avait pas frappé, ça. Aujourd'hui, ça me marque, cette scène-là. Elle me marque beaucoup. Et oui. c'est ça qui est. Alors que je devrais peut-être être beaucoup plus étouffé par l'idée Mm. que ça parle de ma société, mais c'est pas ça, moi. Moi, c'est vraiment Oui. le rapport à ça, à l'image, à la puissance du cadre. En fait, il n'y a plus de cinéma. Le seul cinéma qui existe, c'est pour celles et ceux qui souhaiteraient, entre parenthèses, mourir. Ouais. Enfin, c'est bizarre. On a toujours dit que le cinéma, c'est un peu l'art du présent. C'est la capacité aussi de montrer comment les vies se font et se défont dans toute la géographie humaine. Et là, pour le coup, non. Mm. Le cinéma, c'est un funérarium. C'est très troublant. Oui. Et de ce point de vue, je trouve que là, pour le coup, Fleischer enfin Fleischer, mais aussi l'auteur du roman dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, j'en suis désolé, il y a- ils ont vu quelque chose, quoi. Mm. Ils ont vu quelque chose. Complètement. Mais les trois films qu'on a choisis et qui sont nos images marquantes 2022, ça, je pense qu'à la fin de l'émission, il faudra qu'on en parle. Mais il y a un lien. Il y a un lien, je commence à y réfléchir et je trouve qu'il y a un lien et c'est d'autant plus, c'est troublant, c'est très troublant. On ne s'était pas concerté pour choisir les films, hein, sachez-le. Hein. Du tout. C'est ce qui c'est Non, comme mais dire. on est tellement fusionnels. Oui, mais moi je reprendrais, tu sais, la phrase de Peter Fonda dans, dans Easy Rider. Et d'ailleurs, ensuite, Toré en a fait le titre de son très beau film, We Blew It. Nous avons merdé. On a tout Ces trois gâché. films nous prouvent que We Blew It, quoi. Il y a un côté We Blew It, même si Jour de gloire et tout. Mais bon, ça, on va en parler après. Bah, allez, Jour de gloire. On fait Jour de gloire. Allez. Alors, Jour de gloire, là, pour le coup, on a beaucoup de chance parce que, en plus d'être un film me concernant vraiment intéressant, et pas que sur le dispositif, on va en parler, il y a aussi le fait que Jour de gloire, eh bien, Jules, parce qu'on sait, voilà, tu l'as dit dès le début, que tu es assistant réalisateur, tu es réalisateur aussi, avec l'idée de fabriquer tes propres images, et tu as travaillé sur le tournage de ce film, un tournage vraiment très particulier. Alors, premièrement, pourquoi ce film, en dehors du fait que c'est parce que tu y as travaillé, pourquoi ce film pour toi représente ton année 2022 dans ton rapport aux images? Et ensuite, tu peux nous dire, là pour le coup, quelques mots sur effectivement le dispositif. Et après, on regarde les captures d'écran qu'on a choisies tous les trois. C'était, pour moi, ça a été personnellement une année assez compliquée. Et c'est vrai que les films que j'ai pu voir ont pu ne pas avoir un écho aussi fort que je l'aurais voulu ou que j'aurais eu l'habitude d'avoir lorsque je regardais les films. Et donc, mon année s'est vraiment focalisée sur la construction d'œuvres cinématographiques en tant qu'assistant réalisateur et autres, directeur de casting, etc. Et Jour de gloire a été de loin le projet le plus passionnant et le plus grisant à faire. Donc déjà, ça, c'était une première chose. Donc déjà, c'était choisi d'avance. C'est-à-dire que c'est un projet qui m'a passionné parce qu'il y avait une énergie, une stimulation intellectuelle qui est très rare sur les plateaux de cinéma. Moi, pour dire les choses franchement, en fait, j'arrête le métier d'assistant réalisateur pour retourner faire mes études parce que justement, je n'arrivais plus à retrouver cette stimulation intellectuelle qui me passionne, comme ce qu'on fait maintenant. Voilà, donc les tournages peuvent être aussi industriels et mécaniques. C'est vrai qu'on peut, en tant que cinéphile, vraiment un peu fou furieux, on peut un peu se perdre. Et moi, j'ai commencé à me perdre, donc voilà. J'ai préféré retourner vers ce milieu-là. Et Jour de gloire, c'est peut-être le seul tournage où j'ai eu la flamme, quoi. Et j'ai eu la flamme parce que le dispositif du film et donc par extension l'implication des différents protagonistes qui l'ont constitué était immense. C'est-à-dire qu'on a passé, pour ma part, là, moi je suis resté une semaine, et en fait on a fait des répétitions, scène par scène, enfin bloc par bloc, puis défilage par moitié, puis entièrement, pour arriver au jour du tournage qui s'est vraiment déroulé lors de l'élection présidentielle, lors du second tour, voilà, aux alentours de 20h. Et le fait que tout se passe en direct et que le tournage soit aussi court aussi,
a rendu la chose avec une intensité immense. Et on disait le cinéma en tant qu'art du présent et en tant que créateur, là pour le coup. C'est vrai que j'ai ressenti ce présent autant que les spectateurs, je pense. C'est-à-dire que le fait d'être dans une urgence comme ça, du fait de ne pas avoir deux prises, mais tu te rates, tu te plantes, moi, par exemple, je m'occupe beaucoup des tops que je donne aux comédiens pour qu'ils reprennent leur réplique ou pour qu'ils passent dans le champ ou que sais-je, voilà. Plein de choses que les assistants réalisateurs font de manière générale, faire passer de la figuration, etc. Si je me rate, si je me place mal, je me retrouve dans le plan où je peux faire rater le film directement. Donc c'était très stimulant. Et puis voilà. D'autant plus que le film s'avère être une première mondiale, non pas dans le dispositif de film en direct, mais dans le fait que le film intègre autant le réel à ce dispositif. C'est-à-dire que là, vraiment, le film fait référence à l'actualité directe, que ce soit par le moyen de radio, de télévision et le résultat de l'élection présidentielle à la fin du film. Donc vraiment, le film était millimétré, c'est-à-dire qu'on a, enfin millimétré c'est peut-être un grand mot, mais minuté au moins, pour qu'on arrive devant la télé au bon moment, parce qu'il fallait que les personnages, les deux protagonistes, donc Julien Campagny et Félix Moiti, arrivent sur le canapé devant leur télé à 19h58, 59. Sinon, le film était raté aussi, parce qu'il fallait vraiment retrouver leur émotion face à la découverte de qui allait être le président. Voilà. Donc, voilà mon choix. C'est pour ça, c'est par ce dispositif. En partie par cette excitation, par cette émotion que j'ai eue à ce tournage-là. Alors, la question se pose aussi à Valérian, mais comment vous pouvez expliquer ce besoin très fort, très très fort, de faire plus que capter le réel dans ce film, d'aller encore plus loin que l'enregistrement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comment vous pouvez expliquer qu'on a eu cette envie, comme tu l'as très bien dit, Jules, d'utiliser des accessoires, des choses du réel, en temps réel, enfin d'approcher vraiment comme au maximum du réel. Pourquoi cette envie? Cette envie, je pense que déjà elle vient des cinéastes qui en fait travaillent essentiellement, exclusivement cette matière. C'est-à-dire qu'en fait ils ont développé un concept qui s'appelle le méta-cinéma, donc mise en abîme, hein, et en fait c'est des cinéastes qui sont très orientés aussi vers le théâtre, et notamment Julien Campagny, c'est un comédien de théâtre, hein, voilà, donc ils l'ont sélectionné comme ça, et eux font des pièces de théâtre aussi, donc il y avait cette dimension-là où il y avait cette envie de spectacle vivant, je pense, et puis il y a cette envie de travailler le temps aussi, cette urgence, cette réalité, dans tous les cas d'essayer de capter le tonnerre. Mais il y a un rapport au temps qui est complètement diffus, parce que le film parle autant du présent que du passé, notamment au travers de divers flashbacks qui font un peu la météo du film, comme la politique d'ailleurs, et qui se retrouvent à la fin dans une scène dans la maison un peu à la Michel Gondry, où tous les décors bougent pour aller de l'élection de Chirac en 95 jusqu'à l'élection de Macron en 2017, puis celle en 2022. Donc il y a une envie de travailler en fait autant le présent que les souvenirs aussi. C'est une envie complètement double. Et c'est en ça qu'ils arrivent à capter quelque chose du cinéma, de quelque chose que moi j'avais jamais vu aussi, que j'avais jamais fait, clairement. Et ouais, j'ai trouvé que c'était une idée vraiment formidable de mixer en fait le temps à sa sauce, mais dans tous les éléments du terme. Et c'est aussi, comment dire, je trouve une très très grande humilité en tant qu'artiste de travailler comme ça. D'autant plus en tant que cinéaste, parce qu'on est vraiment un des milieux, plus que dans les autres arts, je pense, en tout cas les arts vivants. C'est-à-dire qu'au cinéma, on est derrière la caméra, on peut refaire les prises, on peut tout millimétrer, faire tous les gestes qu'on veut aux comédiens, mettre tous les accessoires où on veut, etc. Et là, non. Les cinéastes étaient dans une régie technique, comme la télévision,
Donc, en gros, le flux était retransmis par des antennes qui passaient par un câblage qui faisait 5-6 km et qui arrivait jusqu'à la régie technique qui était positionnée dans l'hôtel de ville. Et dans cet hôtel de ville, il y avait la régie technique, donc avec la script et les deux cinéastes, donc Jeanne Frankel et Cosme Castro. Ils ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient aucun pouvoir. C'est-à-dire que les cinéastes étaient autant réalisateurs que spectateurs. Ils donnaient les clés à l'équipe. Et nous, c'est comme si moi j'étais comédien aussi. Je me suis vu un peu comme ça. Et c'est là où j'en arrive à mon image, c'est que ce qui était passionnant aussi, nous, d'autant plus en tant que critique sur Internet, sur YouTube, c'est que le film était retransmis également en direct et qu'il y avait le chat. Alors moi, sur le moment, j'ai pas regardé le chat, j'avais un peu autre chose à faire, mais j'ai revu le film le lendemain et puis quelques autres fois en Madeleine de Proust. Et puis j'ai vu aussi le making-of du film récemment, ce qui était assez passionnant, et d'avoir ce nouvel œil. Et le chat, en fait, communiquait aussi. Il y avait un autre dialogue qui était créé. Alors, ça peut détourner un peu du film, mais en même temps, c'était un exercice intéressant. Et moi, quand je regardais le chat et en même temps le film, ce que je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient... il y avait deux types de spectateurs à peu près. C'était des gens qui soutenaient l'équipe, qui étaient en mode allez les gars, on vous soutient, etc. Comme un peu un match de foot. Et en même temps, il y avait d'autres qui disaient non, ça a été tourné avant, c'est du fake. Ça s'est pas fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'image du bug, parce qu'en gros, la première partie du film est un rolling, donc c'est-à-dire que c'est une séquence, des séquences qui sont tournées en voiture, une voiture qui est en train de rouler. Et en fait, on s'arrête sur une place, sur la place du village, là où c'était tourné à La Roque-Timbaud, dans le Lot-et-Garonne, pour aller suivre le personnage de Félix Moati qui va vers le bureau de vote où il y a le dépouillement qui est en train de se faire, le vrai dépouillement aussi d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas une mise en scène, c'est le vrai dépouillement. Normalement, c'est complètement interdit de rentrer, mais là, on a une autorisation exceptionnelle pour le faire. Donc, c'est pour dire, tout est réel quasiment. Et à ce moment-là, donc il y a un bug parce qu'en fait, il y avait un changement d'émetteur. On passait sur une autre fréquence. Et donc, il y a eu un freeze. L'image s'est arrêtée. Mais vous le saviez. Vous le saviez. Non. Oui, voilà. Non, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, on avait plusieurs dispositifs de prise de vue. On avait un drone. On avait une caméra TV qui retransmettait un journal de TV qui est dans la narration, dans la diégèse. On avait une caméra A qui a surtout servi en tant que caméra portée et pour le début du film, qui était vraiment celle qui était la voiture accroche, enfin celle qui était accrochée à la voiture. Et après, on avait le Steadicam. Et donc, en gros, ce qui devait se passer, c'est que la caméra épaule devait suivre l'équipe pour rentrer dans la salle de dépouillement, sauf que ça a bugué, et donc il a fallu faire avec le réel. Et donc la régie technique a choisi de revenir sur la caméra TV, parce que le Steadicam n'était pas prêt. Le Steadicam, en fait, moi j'étais l'assistant réalisateur qui était attribué à cette caméra-là, et nous, en fait, on était en train de se préparer dans un bar à côté, donc on avait 2 minutes de préparation encore, et on n'était pas là, parce qu'en fait, on devait remplacer la caméra TV pour faire le mouvement de caméra qu'on suit après, lorsqu'on suit le poète en train de chanter. On devait rattraper à ce moment-là. Mais donc, la régie technique choisit de relancer la caméra TV. Et donc, ce qui s'avère, c'est qu'ils essayent de retrouver le personnage, mais ils tombent sur l'équipe, sur le perchman et tout ça, sur le cadreur. Donc, ça donne ce moment-là où, en même temps, il y a un raté, mais en même temps, il y a quand même quelque chose aussi de poétique et aussi de quelque chose qui est encore plus réel parce que là, au moins, tout le monde peut être sûr que c'était pas voulu et que, comment dire, et ça rendait la chose encore plus intéressante sur le point de vue performatif. C'est-à-dire que les hommes de l'ombre, les hommes et femmes de l'ombre, ont été mis en avant et ont vraiment été des comédiens à ce moment-là et ont été soutenus aussi par ce dialogue qui était créé par le chat. Donc j'ai trouvé que c'était important pour moi de montrer ce moment-là parce que c'était une manière aussi de montrer l'envers du cinéma, mais à l'intérieur même du film. Voilà. Toi Valérian, tu as choisi cette image-là. Ouais. Voilà. Celle-là. Ouais. Ah ben c'est mon moment en plus. Oui. C'est moi qui fais tous les tops et tout.
Oui, mais je l'ai vu en making of. Moi, je l'ai Ouais. pris parce que tu en parlais, que tu mets les présents et passés. Là, en plus, ce sont des choses qu'on peut voir des fois dans les films. C'est que la personne se retourne, il y a quelque chose qui se passe. Et après, elle revient, il n'y a plus rien. Tu vois, autant dans les films d'horreur que justement Ouais. pour évoquer les passés, mais souvent on lit le passé un découpage de montage. Avec la personne qui se souvient et hop, on a le flashback dans un fondu. Ça dépend des rituels de sortie et d'entrée qu'on veut bien lui donner. Et là, le plan ne s'arrête pas et on fait le flashback en un seul plan. On est surpris justement en jouant sur les mouvements de caméra, les tops pour permettre de déplacer les gens qui sont censés représenter le flashback. Oui, moi je pense que j'ai été touché par ça parce que c'était quelque chose, quand tu parlais du cinéma performatif, qui est vraiment au centre du film, c'est de faire émerger tout d'un coup des choses qu'on attendrait par du montage dans le réel. On revient encore à la séquence de fin que tu évoquais avec la maison et les différentes élections. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a plus touché parce que le cinéma de temps réel, de direct et tout ça, bon, moi ça ne me fait pas grand-chose. Déjà, Oui. en tant que monteur, je Ouais. préfère largement avoir des découpages. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de la fiction en temps réel, moi, pendant 10 ans, j'ai regardé des émissions de catch. Donc, la plupart sont en direct, où il y a des cascades, où il y a du jeu d'acteur, où il y a de la pyrotechnie, donc la performance directe, moi, ne m'impressionne pas du tout. Et généralement, Mais tu es difficilement impressionnable. Non, mais généralement, tous les trucs de gros plans, séquences performatifs, un peu Tintin, tout ça, moi, c'est un truc, ça me... Oui, ok, mais en fait, ça m'intéresse pas. Et c'est en cela où là, tout d'un coup, on fait jouer deux temps différents et là, je peux retrouver quelque chose qui me plaît, quelque chose que je ne vois pas autrement. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre en avant plus cet extrait que... Et puis, je crois, puisque j'avais fait une toute petite critique du film, je m'étais dit à la fin, je crois, de la vidéo, que j'aurais peut-être souhaité un autre environnement que simplement quelqu'un qui revient, mais après, vis-à-vis du budget, vis-à-vis de l'amplitude qu'on peut se permettre. Moi, j'imaginais, dans un show ou quelque chose comme ça aurait été plus impressionnant, je pense, mais c'est le côté, je cherche du gros spectacle, alors que forcément, il n'y en avait pas. Mais... oui, déjà, il faut imaginer, c'était dans alors j'imagine, et j'ai vu le making-of. Oui. Je me dis, oui, pour quadriller la connexion pour les caméras sur tout l'ensemble du village, parce que vous vous baladez. Hein, et puis à un moment, là, il y a. de fibres, les mecs ont posé. Et même. Une grosse grue. On voit bien que vous switchez aussi de perspective de mouvement entre la caméra qui est à la voiture, qui se disloque de la voiture et après qui revient dessus, et à un moment vous placez la caméra sur une grue pour les gens en mobilette là avec la fumée. Donc vous faites passer tout ça on croirait par moment les optiques des Fils de l'Homme, tu vois. Tout d'un coup on fait changer de support la caméra pour qu'elle puisse performer autrement. Mais c'est justement, je pense, cette idée de performer autrement. Là où, je parlais d'un show de catch, parce que ça reste les mêmes caméras, c'est des mouvements qui sont assez précis et tout ça est bien quadrillé. Là, vous changez vraiment de perspective de mouvement et là, de perspective de point de vue, parce que le passé qui nous est présenté dans mon image marquante, il n'y a qu'une seule personne qui voit ce passé. Oui. Donc là, on épouse tout d'un coup, au sein du même plan, du réel, hein, on épouse tout d'un coup un point de vue individuel et après on s'en extirpe. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, moi, qui m'a marqué dans le film sur lequel tu as travaillé. Moi, d'emblée, je vais vous montrer l'image que j'ai choisie et je rejoins un peu Valérian quand il parle par rapport au dispositif, le côté performatif, tout cela. Moi, j'ai choisi cette image-là. Et en fait, c'est pas cette image précise. Est-ce que tu peux leur montrer ça, merci, s'il te plaît, pardon.
tu sais, c'est le début du. Bah, Oui, c'est le ce qui travelling avant voilà. vers la radio. Ouais. Voilà, et puis ça annonce. Enfin, c'est pratiquement vers la. C'est la fin du film. C'est la fin Oui. du film. C'est avant les résultats officiels, avant que les deux frères vont découvrir qui de Macron ou de Le Pen est président de la République. Ouais. Et donc, c'est une espèce de séquence comme ça où on revient sur les précédentes élections présidentielles. Donc, les choses ont changé, les décors changent, les accessoires changent, eux-mêmes, on les voit jeunes. D'ailleurs, ça commence Oui. par les deux qui sont en train de se mesurer leur taille respective. Ouais. Et voilà, On les voit même plus petits. Hein. On les voit même plus petits. Oui, exactement. On les voit, ça commence déjà au tout début du film à l'arrêt de bus. Exactement. Enfin, en fait, c'est que la scène, elle est préparée pendant tout le film. Il y a le moment dans le bus, il y a le moment là dont Valérian a montré l'image. Après, il y a le moment où il lui fait une passe avec le ballon et l'autre est en train d'embrasser la journaliste, enfin la future journaliste. Donc ça vient au fur et à mesure. Puis après, on retrouve ces éléments dans le film. Ce qui est bien dans ton extrait, c'est que tu montres aussi la radio et que le résultat vient du son. Mais oui, mais c'est ça qui est assez intéressant. Alors moi, je suis comme Valérian, c'est que mais un peu plus fort peut-être. Moi, je suis vraiment dans la crainte. J'essaie de me dire que le cinéma n'est pas comme on dit une espèce de conjugaison de toutes les formes artistiques. Cette chose-là m'intéresse pas du tout. Oui, complètement. J'ai peur de la performance parce que ce qui m'inquiète, c'est que l'auteur ou l'autrice ne reste que sur ça, en fait, que sur ça, qu'il utilise que ça pour raconter son histoire, parce que finalement, c'est ça, c'est comment on raconte une histoire. Oui. Et voilà. Mais étonnamment, alors, est-ce que j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me dis, étonnamment, est-ce que c'est lié à la fraîcheur des comédiens, à savoir qu'ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils vont aller? Ah, ils savent. Enfin, oui, mais il y a deux scénarios. Il y a deux. Il n'y a pas de scénario en fait, c'est une. Oui, mais ils ne savent pas qui. Alors, ils savent pas dès qui. Bon, qui va être élu. Non, mais parce que ça a beaucoup été relayé cette information, comme quoi il y aurait eu 2 scénarios à la fin et que ça aurait changé la narration du film. En fait, oui, quand même. Mais disons qu'il n'y avait qu'un seul document et que c'était les mêmes événements. Que ça. Ah oui, oui. C'est comment dire. Ça amenait pas de nouvelles actions, hormis, je sais pas, la manière dont les comédiens allaient réagir. En fait, c'est l'émotion qui allait changer. Et ce qu'on allait voir à la télé qui allait changer. Mais il n'y avait pas de nouveaux dialogues, il n'y avait pas de nouveaux mouvements, etc. En termes d'action, ça serait passé plus ou moins la même chose, à part comment le réel aurait frappé. Mais c'est ça, en fait. C'est que les deux comédiens ne savent pas où ils vont dans l'idée même que tout peut se casser la gueule. Au bout de 15 minutes, il peut y avoir un problème technique et le film est fini. Et c'est ça qui est passionnant. Et donc, ça leur donne des gestes, un comportement qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des films où il y a eu tournage, il y a eu cut, voilà, et il y a eu plusieurs prises, etc. Non, là, c'est différent. Là, ils ont un comportement, une gestuelle qui est, on est toujours sur le qui-vive. On va faire le film, on va faire ce qu'on a à faire, mais ça peut ça peut disparaître. En quelques secondes, un bug technique. Mais eux, c'est pas leur problème en fait. Je pense aux acteurs. Eux, en fait, ils ont une, comme on appelle ça, une roadmap. Ils savent où aller. Et en fait, ils font comme si la caméra n'existait pas. Ils ont leur jeu tout du long et les problèmes techniques, c'est pas leur problème. Mais c'est ça qui est beau. Pas vraiment. En fait, les acteurs étaient justement très, comment dire. Enfin, je sais pas entièrement ce que tu dis, mais disons qu'ils étaient très conscients de la contrainte. C'est-à-dire que. Mais est-ce que tu avais l'impression qu'ils se restreignaient pour attendre la caméra et tout ça? Ben voilà. Alors si. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le dispositif était tellement un délire que, en gros, la voix off était faite directement. C'est-à-dire que la voix off du poète était faite en direct. Donc en fait, si tu regardes le making-of, toi qui l'as vu, on voit qu'à des moments, il y a les assistants réalisateurs dont je fais partie qui font des pauses aux comédiens, notamment à la scène de l'épouvantail que tu cites. Tu vois le premier assistant réalisateur qui est derrière à la fin, et qui les arrête. Ils arrêtent de jouer parce que lui leur dit. Alors ça ne se voit pas parce que les comédiens sont de très très bons comédiens, mais il les arrête de jouer. On attend la fin de la voix off à l'intercom et hop, on relance.
Donc il y a quand même ce rapport-là à la contrainte qui est évidemment toujours là au cinéma, parce que les acteurs font ça aussi au cinéma. On leur donne des tops pour rentrer dans le cadre, pour sortir du cadre. Voilà, enfin, après, on essaie de faire en sorte que ce soit le moins artificiel possible, entre guillemets, sauf si c'est vraiment voulu à la Romer, je sais pas. Mais voilà, donc il y avait quand même une conscience vraiment très forte de ces problèmes, en même temps qu'il y avait ce double aspect, comme vous l'avez dit, où on était quand même il faut y aller, on a notre roadmap, comme tu dis, et puis let's go. Mais il y a quelque chose qui fait que, il y a quelque chose d'assez indescriptible dans leur geste parce qu'ils sont en mode comme si c'était la première fois. Ben, c'est un peu la première fois en même temps. C'est la première fois. Et c'est ça que je veux soulever et qui fait que je trouve que le dispositif, la performance finalement finit me concernant par s'esquiffer, enfin par s'évader complètement progressivement et de par cette fraîcheur-là, de par cette manière de jouer comme si c'était la première fois, les premiers gestes, je trouve que c'est naïf, inconscient et beau à la fois. Oui. Notamment, je pense à la scène de danse. Si on la scène de danse est l'une des scènes on la regarde, la scène, la chorégraphie maladroite. Elle est très maladroite. Elle est très maladroite, mais c'est ça que j'aime en fait. Oui. Parce que quand la performance ne reste que sur quand elle n'est que dispositif formel et technique, ça me gêne, ça me perturbe. Et là, je trouve que ce rapport à la première fois, ça donne au film quelque chose. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que cette séquence, donc, enfin, cet extrait de cette séquence, moi, ça m'aurait un peu emmerdé parce que je me dis, c'est tout ce que je déteste, c'est le factice, c'est le côté suranné. Ça m'a même rappelé une pub. Je me souviens très bien de cette publicité qui était un long plan séquence. Marche la terrasse, c'était je sais plus sur quelle musique classique. On voyait le personnage enfant, il devient adolescent, adulte, il rencontre sa famille, vieillit, etc. Moi, je pense à la pub pour Xbox, mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas celle-là, non. C'est encore des années 80, monsieur. Donc nous, on avait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. On avait un plan séquence, débrouillez-vous. Mais non, là où je veux en dire, c'est que je trouve ça beau et toujours maladroit parce que en fait, ça vaut toutes les émissions d'avant résultat des élections présidentielles. Oui, voilà. Ah bah oui. Mais oui, mais parce que ça donne aussi finalement. Alors, les faits que le film ne soit pas centralisé dans Paris, c'est génial. Le fait que le film raconte les retrouvailles entre parenthèses de deux frères et aussi d'une troisième personne, c'est génial. Et le fait que le film démarre sur une multiplicité de plans et donc de la télévision, mais même que ça c'est factice, c'est génial, et que le film ensuite s'évapore, ça c'est génial. Et en fait, ça nous montre en gros une espèce de répétition, parce qu'à chaque élection présidentielle, les choses sont toujours les mêmes. Et ce qui reste le plus important, c'est quoi? C'est ce qu'on oublie, et c'est très con et basique de le dire, mais en même temps c'est important, c'est le fameux humain, quoi. C'est qu'il n'y a pas le peuple, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs typologies, il y a plusieurs spécificités, et on s'aperçoit qu'en fait, ce dont parcours on est traversé, c'est ça qui fait finalement la grande histoire. Et le film essaye plus ou moins de l'épouser cela et avec ses moyens techniques, et c'est pour ça que le film veut à tout prix, je pense, s'approcher du réel, parce que lorsqu'on filme des élections présidentielles, on essaye de s'approcher aussi du réel, comme celui ou celle qui va devenir président, enfin c'est plutôt celui, essaye aussi d'être toujours en harmonie avec le réel. Bon, il s'avère que non. Il y a ce rapport au réel. Il y a ce rapport au réel qui est assez beau, parce que si on ne l'oublie pas, on n'est jamais à côté. On est toujours là où il faut. Et le film essaie de faire ça, d'être là où il faut, en montrant des gens qui finalement essaient de se retrouver dans le même cadre. Oui. Et le film, à la fin, c'est ça, c'est le même cadre. Avec, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est Félix Moiti. J'ai l'impression qu'il va pleurer. Oui, oui, bien sûr. Mais à un moment, il sourit, il nous regarde avec son frère. Oui, quand il y a la photo qui revient. Et ça dure, et puis il y a quelque chose en lui, il y a des larmes. C'est ça les gestes de la première fois. Là, je me dis, il y a un truc.
Et puis il y avait le truc, comment dire, c'est double, c'est aussi le résultat et c'est Oui, aussi le fait de l'avoir fait. Parce que lui, il pleure parce qu'il se dit, ben on l'a fait oui, mais, aussi. oui, mais toi, Et, mais toi, tu en parles trop souvent parce que en tant qu'assistant réel. mais Moi, oui, j'en oui, parle ben, en Ah, tant évidemment, que... c'est son évidemment. film de C'est pour ça, 2022, hein, Mais donc oui, mais moi, c'est pour ça qu'on dialogue attends, aussi. attends. Non, tais-toi. Mon film de D'accord. 2020, mon film de 2022, j'essaie d'en parler en tant que spectateur. Ouais. Non, mais c'est pas un reproche. C'est ça Oui. qui est génial. Ah C'est oui, qu'on oui. a tu vois, on a deux regards. Et moi, je te dis, j'imagine tout ce que tu dis est vrai et c'est réel. Et tu nous le dis. Voilà comment. Mais moi, j'ai envie de croire autre chose. Hmm. Derrière mon ordinateur, pour le coup. J'ai envie de croire à autre chose quand je vois ces petites larmes comme ça. Et je me dis, on est encore dans ce rapport parce que ça annonce quoi? Ça, ces petites larmes me disent aussi que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer 5 ans. Et ces 5 ans, c'est quoi? Ces 5 ans, c'est le hors-champ. Et le hors-champ, qui va le filmer, le hors-champ, à un moment ou à un autre? Pour l'instant, on le filme pas, le hors-champ. Tu vois? Pour l'instant, on filme pas le hors-champ. Et c'est ça qui est dommage. Et il y a quand même des propositions depuis 2 ans sur ce hors-champ. Mais, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il y a l'alarme de Félix Moiti. Ok. Ouais. Mais je pense que ce qui serait passionnant, à mon avis, c'est peut-être de se poser la question, si on reprend le même dispositif, dans un tout autre registre, est-ce qu'on est toujours obligé de prendre comme appui, comme base, quelque chose de l'ordre de la grande histoire? On va utiliser comme base tel événement pour pouvoir parler de tel... Tu vois, il y a quelqu'un qui l'avait fait ça. Alors, c'est pas de cette manière-là. C'est la... j'oublie, je crois que c'est l'un des premiers films de Justine Triet. Attends, que je dise pas de bêtises. Alors là, c'est la bataille de Solferino. C'est la bataille de Solferino. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Le film raconte l'histoire d'une fille journaliste qui travaille pour la télé et qui couvre les résultats des élections présidentielles de 2012, je crois, avec la victoire de Hollande. Je te dis pas de bêtises. Le film date de quand? De 2013. Oui, c'est ça. Et il y a en filigrane, il y a son histoire d'amour très bizarre avec son ancien compagnon joué par Vincent Macken. Il y a les enfants autour de ça. Et puis, c'est un film assez beau aussi à voir et terrifiant. Et il y a un moment, il y a quand même Justine, pas Justine, pardon, le personnage principal qui est joué. Je veux quand même retrouver oui, voilà, c'est Laetitia Doche qui joue le rôle de Laetitia. Et Laetitia donc confie ses enfants à son babysitter et pour aller couvrir et donc il se retrouve à Solferino et elle et la réalisatrice filme du haut, comme la caméra est un drone en hauteur et tu vois tu vois tout le peuple qui attend les gens qui attendent les élections, les résultats des élections, et dès qu'on apprend que c'est Hollande, il y a une espèce comme ça de tourbillon et tu vois parfois même elle, Laetitia, en train d'interviewer des gens et tu sens qu'il y a le réel qui commence à avaler tout ce qui bouge. C'est passionnant, des choses comme ça. Et je me dis que ça peut être, qu'est-ce que ça peut, je sais pas, faut voir s'il y a des films qui sont ou qui vont se faire en prenant ce dispositif-là, parce que c'est intéressant d'essayer de s'approcher du réel jusqu'à ce point et à voir. Moi, je sais pas, j'ai hâte de voir si les choses vont se faire. En tout cas, eux ont décidé de continuer l'expérience, je crois. Ils sont allés faire des repérages au Canada, au Texas et tout ça, donc ça a l'air de prendre une envergure au Mexique aussi. Une envergure beaucoup plus grande, donc curieux, nous verrons. Mais c'était très juste ce que tu disais sur le côté humain aussi. C'est vrai qu'on a toujours l'impression, en fait, c'est soit on voit des personnes politiques ou des journalistes autour d'une table,
parce que comme ce qu'on voit d'ailleurs dans Enquête sur un scandale d'État, soit on voit une masse, et pas n'importe laquelle, c'est souvent la même, parce que c'est la rue des Champs-Élysées. J'ai l'impression que, tu sais, avec l'Arc de Triomphe, c'est un peu cette image-là, limite l'affiche des Misérables de Ladji. Et Non. voilà. Oui, non, mais je comprends ce que tu Oui, veux tu vois ce que je veux dire. Non, mais Les foules dans les non, différents quartiers généraux des oui, voilà, gens. voilà. c'est ça. C'est vraiment pour donner une image très concrète. Hein. C'est pas pour faire Ouais, un rapport avec ce c'était pas une réaction contre ce que tu disais, c'était Ouais. une réaction que j'ai eue parce que le Ouais. film me fait Oui. réagir autrement. Mais Ok. Mais oui. Et donc là, c'est intéressant vraiment de tomber dans l'intime et, comme tu le disais, de sortir en fait de cette manière d'attendre, parce que cette attente, elle est nauséabonde. Elle est nauséabonde. Ce moment-là, juste avant les élections, où il y a une heure où il ne se peut. En fait, il y a plus de choix à faire, il y a plus de vote à faire. Tu as juste à attendre. Et là, à la télé, typiquement, ce que tu as, c'est que des émissions de discours hypothétiques avec des pseudo-journalistes et des pseudo-politiciens qui vont juste argumenter sur du vide. Et donc, quand même, de retrouver l'humain, l'émotion, celui qui à la base est au centre, parce que la politique, hein, comme on le sait, c'est la vie de la cité, hein, c'est s'intéresser à la vie de la cité, c'est pas s'intéresser à 3 bonhommes qui sont en haut ou à 2 journalistes, c'est à s'intéresser vraiment à l'humain en tant que tel, à l'humain dans son environnement. Et bien là, avec ce film-là, on arrive à le retrouver. Et moi, ça me fait penser, je te l'avais envoyé, Samir, cet extrait là de France Inter qui interviewait Godard chez lui, qui citait Claude Lefort, où il disait: le problème de nos démocraties modernes, c'est qu'elle fait de la politique un domaine de pensée séparé des autres. C'est-à-dire qu'elle en fait un domaine solitaire. Et que cette manière de fonctionner, cette manière d'instaurer la politique en tant que discipline solitaire, qui n'est pas intégrée aux autres, prédispose au totalitarisme. Et ce totalitarisme, il est contre-attaqué pour moi dans ce genre de projet, parce qu'il se rapproche de l'individu et il se détourne de la masse aussi, je crois. Et puis je pense qu'il y a aussi autre chose. Et il s'inscrit dans l'organisation de la cité pour le coup. Alors là, plus que jamais. Hein. Exactement. Et parce que c'était les vrais habitants qui étaient là. C'était les vrais habitants. C'était pas des figurants. C'était des badauds. C'est-à-dire qu'on utilise ce terme-là au cinéma quand on dit qu'on ne peut pas diriger les figurants. Alors, pour des raisons économiques, parce que ça coûte très cher, et logistique, parce que en fait, là, c'était aucun figurant professionnel. Enfin, figurant professionnel, c'est un grand mot, mais il y a des gens qui sont très habitués à faire de la figuration. Tu peux leur demander des choses compliquées, etc. Mais là, c'est très très dur de leur demander quelque chose dans un plan séquence comme ça où il n'y a qu'une seule prise. C'est un truc à se rater complètement. Donc en gros, on les a laissés faire plus ou moins leur vie. Il y avait 2-3 figurants qui faisaient des choses assez précises, mais c'était pas plus. Et tout le reste vivait. C'était les vrais habitants du village, d'autant plus là dans le terroir. Hein. Je vous jure que le 47, c'est la diagonale du vide. Hein. Il n'y a absolument rien. Hein. J'y ai vécu pendant 19 ans. C'est le vide. C'est le département où le salaire est le plus pauvre en France. Hein. 90% des gens travaillent dans l'agroalimentaire. Hein. Voilà, donc c'est pour dire. Hein, les gens, ils connaissent pas le cinéma. Hein. Ils connaissent pas les caméras, je veux dire plutôt. Pardon. Voilà, c'était unique. Hein, pour eux, c'était quelque chose de fou. Et c'était génial pour moi de revenir aussi. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est mes origines aussi. C'était de revenir dans mon terre-terre, comme on dit. Hein. C'était quelque chose de fort. Tu as fait un peu comme Félix, quand tu es revenu d'Australie. Et... Exactement, ouais. Voilà, ouais. Après avoir fait carrière. Mais Valérian ne veut pas te le dire, mais tu es plus beau que Félix Moiti. Voilà. Comme ça. Mais pour être sérieux, parce que là, c'était pas très sérieux ce que je viens de dire, on a tous deviné. Mais pour être sérieux 2 secondes, c'est très. Soyons dans la subjectivité un petit peu, mais vraiment pleinement pour le coup. Moi, j'ai toujours. Et ensuite, on va passer au 3e film, Enquête sur un scandale d'État. Je ne savais pas pourquoi j'aimais bien le jour des élections présidentielles. Il y a l'histoire du vote. Bon, ça, après, on fait ce qu'on veut. Et juste après le vote, faire autre chose, quelque chose de beaucoup plus... avec un lien très fort avec la nature. Ça peut être aller, je sais pas, moi, dans un restaurant en terrasse ou se balader, faire... Et peut-être c'est mon côté renoirien, très souvent, qui revient comme ça à la surface. Mais je suis désolé, mais quand tu vois Jour de gloire, il y a un côté extrêmement très renoirien.
Hmm. Il y a un rapport comme ça à Renoir de l'entre-deux-guerres qui est assez fascinant, le Renoir du Front populaire, et c'est quoi, comme tu dis, les badauds, c'est quoi filmer ces gens-là, c'est quoi. Il y a aussi un peu du Vivier avec la belle équipe, Voilà. certes, mais il y a de cela aussi, et je comprends mieux maintenant. En tout Hmm. cas, je comprends mieux deux, trois petites choses. Voilà. Bon. Enquête sur un scandale d'État. Là, pour le coup, c'est mon choix. Oui, c'est le film qui m'a bien marqué dans les années, enfin en 2022, et en revoyant le film pour cette émission d'aujourd'hui, je continue encore à être extrêmement étonné parce que j'ai vu. Et c'est un film réalisé par Thierry de Peretti. Thierry de Peretti est un acteur, est aussi un metteur en scène de théâtre. C'est très important, ça. Oui. C'est quelqu'un qui existe depuis très longtemps aussi. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de bien voir les choses. Il a eu le temps de bien expérimenter les choses et au théâtre et au cinéma. C'est son 3e film. Il a fait 2 Oui, et courts puis 3 longs et puis et des une courts-métrages. court-métrage. Et des Aussi. courts-métrages. Il a fait au moins 5 ou 6 courts-métrages, C'est ça. et notamment des films assez longs comme Sleepwalker ou Lutte Jeunesse, qui Ouais. sont des films d'une 50aine de minutes. Et puis il a fait aussi de la pub et du clip. C'est ça, voilà. Donc c'est intéressant de savoir que c'est quelqu'un qui a touché un peu à toute, Ouais. comment je pourrais dire ça, toute déclinaison de l'image, que ce soit dans Oui. la publicité, que ce soit aussi dans la. Mais il y a toujours ce rapport à la scénographie. Et ce qui est très troublant, c'est que quand je visualise l'image que toi tu as choisie, Jules, de Jour de gloire, avec cette équipe technique qui entre dans le champ, et l'image que tu as choisie d'Enquête sur un scandale d'État, il y a un truc comme ça, il faudra que tu nous en parles. Et le film, en fait, raconte. Moi, je ne sais pas raconter les histoires, donc j'aime bien lire les synopsis officiels pour être sûr ensuite de comment le film réellement se démarque de ça. Il est dit que c'est. Alors, déjà, à la base, c'est d'après un bouquin, L'Infiltré, d'Hubert Avoine et d'Emmanuel Fanstan. Et le film raconte l'histoire. En octobre 2015, la douane saisit plusieurs tonnes de cannabis à Paris. Hubert Antoine, un ancien agent infiltré de la brigade des stupéfiants qui est joué par l'extraordinaire Roche Dizem, c'est un pléonasme, contacte tout de suite Stéphane Wilner, jeune journaliste de Libération, qui est joué aussi par Pio Marmaille, qui est aussi un excellent comédien et qui est aussi un pléonasme. Et Hubert révèle des preuves impliquant quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est une espèce de haut placé dans la police française, joué par Vincent Lindon, c'est Jacques Billard. Et le journaliste. Excellent comédien. Ah oui, au demeurant, ça. Bien sûr, voilà. Et bien évidemment. Le journaliste est initialement méfiant, mais après, tu vois, ça m'étonne pas. Je veux dire, de Peretti, il a besoin aussi de se retrouver en confrontation avec des corps, mais des corps en mouvement pendant le tournage. Donc, je suis pas surpris de voir des corps brusques. Des comédiens qui ont autant une stature en termes de carrière qu'une personnalité, mais très très poussée, très forte, très marquée. Roche Dizem, c'est 3 physiques aussi, 3 gueules qui sont très très identifiables et qui ont une aura littéralement. Et puis voilà, et moi je pense que ça n'est pas anodin que Thierry de Peretti ait choisi ces corps-là. Je pense qu'il y a de cela. Le film s'ouvre sur une séquence incroyable. Ah oui, elle est chef-d'œuvresque. J'ai rarement vu ça depuis que je vois des films. Oui. En plus, sur un sujet comme celui-ci, généralement, qu'on le veuille ou non, on est un peu, tu sais, on est un peu entouré par des images qui viennent souvent du cinéma américain des années 70, etc., quand ça parle de polar, d'espionnage et tout ça. Et voilà ce que je montre, moi, dans l'image que j'ai choisie, c'est celle-là, elle ferme cette séquence incroyable. Et en fait, on voit Roche Dizem. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Roche Dizem qui se retrouve dans un immense pavillon. Ouais. Il est seul, il est là, il erre. Comme lui, on découvre les différentes pièces de la maison. On ne sait pas trop qui il est, ce qu'il fait ici. Et puis il se balade aussi. Il se balade, il ouvre, il voit, il vérifie. Ouais. C'est très troublant. Oui, ensuite, il a au téléphone sa femme ou sa copine, bref, peu importe, et on commence un peu
Et ensuite, il est alerté par un bruit qui provient de la mer. Et en fait, Ouais. on s'aperçoit qu'il y a une cargaison qui est en train qui va se faire. Et puis tous les gens qui viennent avec cette cargaison rentrent dans la maison. La porte se referme avec Roche Dizem à l'intérieur. Ouais. Il y a un rapport à la scénographie qui est passionnant parce que Oui. dès le début, le film installe ce que va être comment sera la durée, comment Oui. seront les compositions des cadres, Oui. comment les acteurs évolueront dans chaque plan, à savoir toujours avec cette idée qu'ils pensent savoir, qu'ils pensent maîtriser, mais qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Mm. Et puis surtout, il y a un rapport au verbe qui est toujours très précis. On ne parle Oui. pas pour ne rien dire. Et d'ailleurs, à un Oui. moment, même il lui dit, à un moment, Roche Dizem, très très loin dans le film, à Pio Marmaille, il lui dit utilise les mots. Oui. Ne te les trompe mots pas qui- dans les mots. Les Voilà, mots du... ne te trompe Et pas dans les mots. quand il le qualifie de sujet de son livre, il lui dit Voilà, je suis c'est pas ça. un sujet, moi. Je suis pas un sujet. Là. Et fais attention aux mots que tu utilises. C'est passionnant. Et moi, je me dis, là, à ce moment-là, il y a un truc qui se passe avec ce Et film. il y a encore plus que ça, parce que tu as tout à fait raison dans tout ce que tu dis, et voilà. Mais il y a aussi quelque chose de la manipulation. C'est-à-dire que dès le début, et ça continue surtout avec le discours de Vincent Lindon qui arrive juste après, on est amené en tant que spectateur, nous, et ça je le vois depuis moi qui... En fait, j'avais jamais vu de film de Thierry Peretti avant l'émission, donc j'ai vu tous ces films-là, sauf Loup Jeunesse. C'est le seul que je n'ai pas vu, mais j'ai vraiment vu tous ces courts, tous ces longs. Et en fait, on voit vraiment l'évolution du cinéaste, et qui est un cinéaste qui en fait a mélangé un peu deux approches, à mon sens. Et à savoir que ça se voit dès ces deux premiers courts-métrages, deux premiers gros courts-métrages qui sont diffusés donc, dans le Blu-ray de Apache, enfin de Les Apaches, qui est d'ailleurs un film absolument extraordinaire aussi, je pense, voilà, qui instaure déjà tout l'univers du cinéaste en partie, où on voit qu'il y a une approche à la fois très réaliste, naturaliste, quasi documentaire aussi, où on se retrouve dans des scènes où on a l'impression que c'est des comédiens qui se retrouvent au milieu de fêtes de village ou des trucs de ce style, ce qu'on voit un peu dans Le jour de ma mort et surtout dans Sleepwalkers. Et de l'autre côté, on a une intrigue qui est très structurée, avec pareil une maîtrise du verbe et une manière de manipuler le spectateur dans quelque chose qui tombe parfois même dans un certain naturalisme, mais double naturalisme, je dirais un naturalisme qu'on identifie plutôt au réalisme et un naturalisme un peu deleuzien, à savoir quelque chose de plus onirique, de plus souterrain, de plus pulsionnel. Et on est, comment dire, on est souvent, et ça c'est dans toute sa filmographie, on suit des personnages, mais on n'arrive pas à les cerner, et on n'arrive pas à cerner ce qui s'y joue souvent. Parce qu'on n'a jamais le contre-champ. On n'a que des chants. Et tout ce film-là, d'ailleurs, c'est une suite de chants. C'est-à-dire que même quand on a le contre-champ, on a l'impression que c'est un double chant et qu'on n'aura jamais le contre-champ. Parce que ça vient que affirmer ce que la scène matricielle, à chaque fois, lorsqu'elle se répète, ça c'est l'image que j'ai sélectionnée par exemple, lorsque la scène, lorsqu'on revient sur les lieux pour parler de la scène par exemple, eh bien en fait, on n'a que le chant. On a aucunement le contre-champ, on n'apprend rien de plus. Bah, parle-nous de cette image-là. Alors là, on voit Roche Dizem qui discute avec Sofiane Hamas, le journaliste, et au premier plan, il y a Pio Marmaille qui est derrière l'équipe de tournage. Oui. Pourquoi cette scène-là? Mais parce que, comme je le disais, il y avait ce rapport au faux, déjà. Ce rapport, je vais faire des points et après je les explique un petit peu. Donc on a ce rapport au faux, à la manipulation, avec une mise en scène vraiment où le discours est dirigé, on doit garder un sujet, Pio Marmaille décide en gros de ce qu'ils doivent dire, jusqu'à ce qu'il intervienne à l'intérieur du plan à la fin de celui-ci. Il y a aussi cette esthétique du mouvement, autant par les vagues en arrière-plan qui indiquent quand même quelque chose de naturalisme au sens deleuzien, quelque chose de l'arrière-monde qui vient exploser, qui vient contrebalancer ce qu'on voit, et aussi la marche. La marche, je crois que c'est très important dans le cinéma de Peretti, en tout cas l'avancement, le trajet. C'est toujours quelque chose qui revient continuellement dans la filmographie de Peretti, que ce soit à pied, notamment dans ce film-là, mais aussi en voiture.
où on a beaucoup de plans à l'intérieur, j'allais dire du cockpit, mais du tableau de bord, où on voit depuis l'écran, enfin, j'allais dire l'écran, pardon, le lapsus, depuis le pare-brise, où on voit le paysage défiler. Et souvent, le pare-brise sert de fenêtre écran. Voilà. Et on en revient à Renoir, hein, si tu veux, avec partie de campagne, si tu as envie de faire des petits trèfles. Et voilà, donc on a ce rapport-là. Et puis ce rapport à l'information, évidemment. Donc voilà. Et donc, ce rapport au faux, il est entretenu par cette émission, par le fait que ça soit, voilà, comme je le disais, très dirigé, mais aussi parce que Pio Marmaille contrôle l'information, et également parce qu'il vient dans la continuité de la structure du film, qui, à savoir, nous présente la scène donc à Marbella en 2013, où c'est une scène, comme tu l'as dit, on ne comprend pas tout, où la caméra, en fait, nous pique en tant que spectateur en ne nous montrant pas le contre-champ. C'est-à-dire qu'on attend de voir la mer et tout ça. On veut savoir ce qu'il y a, et le cinéaste, lui, il reste dans ce cadre-là. Il suit Roche Dizem à fond. Et quand on a la caméra qui panote pour découvrir les bateaux, eh bien, il a tellement piqué notre curiosité que, on s'en sent manipulé, d'autant plus qu'au moment où, et c'est là toute la question du film, au travers de ce duel entre Roche Dizem et Vincent Lindon, on ne voit pas le visage de Roche Dizem à ce moment-là. On n'a pas son émotion. Est-ce que lui se fait, est-ce que lui, il trouve un intérêt personnel au travers de ce scandale, de cette affaire? Est-ce que non, il réagit en tant que policier infiltré? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il en est, et c'est encore plus confirmé par ce plan que toi tu mets en avant avec la porte qui cache les intentions, quoi, qui ne révèle pas qui se cache derrière cette porte. Est-ce que et les intentions de Roche Dizem aussi. Est-ce qu'il va créer tout ce scandale par rapport à un intérêt personnel, ou parce qu'il ne supporte pas la situation dans laquelle il a été amené, avec ces 19 tonnes de drogue qui ont disparu? Valérian, toi, tu as choisi cette image-là. Je vais la remontrer. Ah yes. C'est amusant que tu me passes la main alors que juste avant, vous parliez de ne pas révéler ses intentions. Là, on est typiquement sur une scène qui me pose problème dans un sens où il y a une véritable ambiguïté sur ce qui se passe. En tout cas, pour moi, c'est une des scènes avec peut-être le départ de Roche Dizem dans la nuit qui ne révèle pas de quoi il s'agit. Donc, c'est le lieu de tous les fantasmes. Moi, je suis quand même quelqu'un qui n'aime pas l'ambiguïté comme point de départ. J'aime bien que les choses soient claires et qu'après, elles s'enveniment ou non. Mais avoir une scène comme ça où on ne sait pas, tout confondu, on ne sait pas, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Et autant, par exemple, la première scène avec Roche Dizem, les choses se développent et on arrive à imaginer quelque chose qui est. Mais concernant vraiment cette séquence avec Jacques Billard, comme ça, qui avec quelqu'un, on ne sait pas du tout qui c'est. En tout cas, moi, je n'ai pas compris qui c'était. C'est terrible. Et je pense que c'est, à titre personnel, d'autant plus terrible que moi, j'ai eu de la famille dans la police. Donc, des choses comme ça, moi, ça me c'est pas que ça me choque, mais ça me rend encore plus sensible. Tout d'un coup, de la potentielle corruption ou non. Encore une fois, il y a de l'ambiguïté terrible. Et c'est vraiment la seule séquence qui m'a vraiment... à la fin du film, cette séquence ne m'était pas résolue. Vraiment. Au point en fait que tu te refantasmes un film qui n'existe pas, tu vois, que je me dis il a peut-être négocié avec des truands pour supprimer Roche Dizem, c'est pour ça qu'il part dans la nuit à la fin parce qu'il a été chopé par des gars qui lui ont, alors que c'est pas le cas, mais justement étant donné qu'il crée aussi l'ambiguïté sur les temps différents qui ne sont pas marqués plus que ça, en tout cas moi je l'ai perçu comme quasiment pas marqué. Eh bien, on peut imaginer en fait des choses qui ne sont pas. Et je pense qu'il aime bien jouer sur tous ces tableaux-là, de ne pas forcer le trait, que ce soit dans les mouvements de caméra ou que ce soit dans le marquage des temps différents.
Et bien sûr, le comportement des personnages. Je crois que c'était Bégodeau qui disait ils ont tous quelque chose à vendre. Oui. Voilà, tous, sans exception. Ouais. Oui, là, c'est l'ambiguïté travaillée qui est moi, puisque je ne suis pas habitué à recevoir et à travailler sur un cinéma de ce type-là, moi, ça me bouscule beaucoup. Et c'est peut-être en cela que voilà, le film, j'ai eu du mal à me poser, parce que j'aime bien me poser sur des choses qui sont claires. Voilà, et donc, ça manque de clarté. Ça fait la force du film, mais moi, ça m'a pas mal déstabilisé, et d'où justement mon choix de ce moment-là, de cette séquence-là. Ouais, c'est très intéressant et je vais directement réagir en fait sur ce que tu dis. Alors, tac, attends, je suis en train d'oublier ce que je vais Moi, je dire. me note les choses. Hein. Si vous me voyez sur le côté, c'est que je me note les choses au fur et à mesure. J'ai le chien dans les bras en fait qui fait n'importe quoi, donc ça me déstabilise un peu. Mais oui, sur l'ambiguïté, exactement, je reviens. Voilà, l'ambiguïté, c'est intéressant parce que l'ambiguïté, elle est déjà là. Mais quand on regarde les bonus du film, et moi je connaissais pas trop l'histoire, enfin j'avais entendu parler, mais très rapidement, quand on regarde les bonus du film, en fait il y a un bonus avec l'auteur du livre, qui est le journaliste, donc qui interprète Pio Marmaille, et on pourrait revenir sur ce personnage-là qui est aussi très particulier, surtout interprété par un acteur de cette stature, comme on l'avait évoqué un peu plus tôt. Ce qui est fort, c'est que Thierry Peretti, il travaille cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'il a romancé, il a retravaillé certains aspects de l'enquête, pour les rendre encore moins clairs, encore plus ambigus, comme tu le dis. Et c'est vrai que lui, le journaliste, est beaucoup plus convaincu que ne l'est le personnage de Pio Marmaille, et donc le spectateur. Parce que le spectateur s'avère, se projette dans le personnage de Pio Marmaille, qui est étonnamment construit comme une page blanche. Je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Pio Marmaille, il est, il n'a pas un caractère très très développé. C'est-à-dire que il se fait beaucoup brinque-baller, il se fait amener un peu partout. Il a du mal à être convaincant. On a l'impression qu'il est souvent manipulé aussi. Et ouais, j'ai l'impression moi qu'il est construit comme une page blanche. Donc le spectateur, nous spectateurs, on se projette. Et c'est comme ça que Peretti a fait ça. Et cette manipulation et cette ambiguïté, elle est nourrie tout au fur et à mesure du film. Parce que Enquête sur un scandale d'État n'est pas le titre du livre. Enquête sur un scandale d'État, c'est un titre de Libération, titre qui n'est pas utilisé, qui est même supprimé. Et le titre s'appelle Révélation, en vrai, dans la une qui sort finalement, et qui est un truc complètement évincé. Hein. C'est un truc à peu près à 35-40 minutes du film, si je dis pas de bêtises, qui est complètement évincé. Donc c'est un truc quand même qui rend encore plus ce rapport à la manipulation puissant. Et puis cette fin qui est complètement désarçonnante, où, comme tu le dis si bien, comme l'ouverture. Ouais, comme l'ouverture. Où Valérian, tu dis la question du fantasme, mais moi j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire qu'on commence à croire au complot. Et on se demande vraiment si c'est le cas, ou si c'est le Peretti qui travaille notre imagination et qui nous fait devenir un peu complotiste. Voilà. Et oui, pour cette question du regard, parce que oui, tu le disais, il met pas en avant des mouvements de caméra, il va pas focaliser, voilà, il va beaucoup. Les mouvements de caméra sont presque indépendants du mouvement des acteurs. On le voit dans la scène de concert au tout début, quand la caméra se détache complètement de Pio Marmaille, on se dit mais il est là l'acteur, pourquoi? Oui, mais il fait ça dans l'ouverture. Il fait ça aussi dans l'ouverture. C'est ça. Quand il y a à l'intérieur, oui. Mais c'est ça qui est même dans les séquences de dialogue, il fait tout le temps des mouvements avec la personne du ministère, oui. Mais pourquoi il fait ça de Peretti? Parce que tout simplement, comme la séquence qui nous a marqué, Jules et moi, dans le film de Fleischer, comme ce que nous avons un peu dit pour Jour de gloire, c'est la question, c'est où dois-je me mettre pour mieux écouter le monde? Oui. Et ce qui est génial dans cette dimension-là, c'est que il fait quelque chose où il met le spectateur au cœur de son dispositif. C'est-à-dire que on n'est pas dans un regard créé, mais un regard créateur. C'est-à-dire que le spectateur, en fait,
c'est ce qui est assez fou dans son cinéma, c'est que en fait Peretti, en même temps de nous laisser le choix de regarder là où on veut, ben, il arrive quand même à nous diriger. Il arrive quand même à nous influencer par tout ce qu'il fait. Et moi, je pense à la scène de fin, enfin l'une des scènes de fin, enfin, plutôt vers l'épilogue du film. Donc, on a une scène de fusillade à Marseille, et on sait directement où regarder. Et ça amplifie cette dimension de complot, comme de fantasme, comme tu le disais, Valérian, où on suit cette voiture et on se dit, ah mon Dieu, mais c'est la police. Enfin, voilà. Le fait que ça dure, que le plan dure aussi. Qui crée le regard, comme ces visions d'aller-retour où ça pourrait être un spectateur qui tourne les yeux de droite à gauche, qui se balade dans l'image, son regard. Moi, je pensais une caméra de surveillance, tu vois. Oui, oui, ça marche. À part de la fiction. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ces images marquantes. Je suis très content parce que on a réussi un peu à sortir aussi de la base du film en lui-même et d'aller un peu plus loin. Et on s'aperçoit qu'on est toujours traversé par pratiquement les mêmes questions qui nous habitent depuis une douzaine d'émissions sur la position de la caméra, sur d'où on regarde, avec qui on regarde, comment on regarde. Et je pense que ça continuera encore et toujours pour les prochaines émissions et aussi ça se voit dans ce que propose Valérian sur sa chaîne et comment Jules aussi regarde le cinéma. Merci à vous deux, c'était passionnant. On se revoit, j'espère, très 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 vite pour un 13e épisode. Un 13e épisode où là, pour le coup, on va s'intéresser à deux films, en tout cas sortis à une semaine ou d'intervalle, je crois, si je me trompe pas, ou la même semaine. Non, la même semaine. La même semaine. Voilà. Il y a comment? Deux petits films. Deux petits films de rien du tout. On n'en dit pas plus. Et bientôt, en tout cas. Mais il a spoilé, Jules, au milieu de l'émission. Il a spoilé, il a spoilé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Sacré pombe. J'ai pas dit le deuxième, ça va. Oui, t'as pas dit le deuxième. Valérian, merci à toi. Merci à toi, Samir. Merci beaucoup, Jules. Et puis, on se retrouve très vite. C'était un plaisir. Merci à vous deux, en tout cas. De même. Merci, les gars. Ciao, ciao. Générique. Up a ride in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.